Bonjour à tous. Comme le disait Joël, on va revenir un peu aujourd'hui sur comment définir et mettre en œuvre une politique relative aux droits humains pour que ça s'insère dans cette loi sur le devoir de vigilance, mais plus globalement aussi, pour ceux qui ne sont pas concernés par la loi, sur une nouvelle manière aussi de voir la RSE par rapport à tous les référentiels internationaux qui existent aujourd'hui et qui font référence à ce devoir de vigilance, peu importe la terminologie qui est utilisée. Alors, avant de mettre en œuvre une politique relative aux droits humains, enfin, pour mettre en œuvre cette politique relative aux droits humains, il y a plusieurs choses à faire en amont. L'idéal, c'est d'arriver à ce schéma qui est sur cette slide, qui est de connaître l'amont de la production d'un produit ou de la manière dont s'organise un service, connaître la phase d'utilisation et connaître l'aval. Donc, c'est vraiment connaître toute cette chaîne et identifier à chaque étape de cette chaîne les enjeux. Alors pardon, je vais couper mon haut-parleur parce que quand j'entends du bruit, ça me perturbe. Voilà. Depuis 20-30 ans, on est surtout focalisé sur la phase d'utilisation des produits. Les législations se sont multipliées depuis les années 90 pardon, sur toutes les questions de qualité et sécurité des produits pour protéger le consommateur final. Du coup, beaucoup de choses ont été faites dans les entreprises, qu'il s'agisse des produits alimentaires ou des produits non alimentaires, pour se concentrer sur cette phase-là et cette évaluation des risques-là. Aujourd'hui, il s'agit, quand on regarde ce schéma, d'étendre les enjeux à aller identifier et d'aller regarder donc ce qui se passe en amont et d'aller regarder ce qui se passe ensuite en aval. Et donc tous les enjeux relatifs à l'économie circulaire, par exemple, peuvent rentrer dans cette manière de voir cette chaîne. Alors, changer les slides. Voilà. J'avais déjà présenté cette slide la dernière fois, plus ou moins, mais je pense que c'est hyper important. Il y a beaucoup donc je reviens dessus, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui autour de la terminologie qui est employée. Entre devoir de vigilance, RSE, achat responsable, filière responsable, sourcing responsable, évaluation fournisseur, traçabilité, etc. En fait, on parle à chaque fois de la même chose. Et en même temps, les méthodologies répondent à des objectifs différents. Et c'est un peu parmi tout cet univers-là que je voudrais qu'on revienne, parce que c'est tout ça qui va permettre ensuite de définir sa politique droits humains. À chaque fois, il y a plusieurs points communs dans toutes ces terminologies, dans toutes ces manières de travailler, dans toutes ces questions auxquelles on essaye de répondre. Un, il s'agit de connaître sa chaîne et la composition de son produit, et aujourd'hui, des conditions de fabrication d'un produit, si on se focalise sur un produit. Ensuite, il s'agit de suivre ce produit tout au long de la chaîne. Et alors là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on utilise des méthodes de traçabilité, et à ce moment-là, ça veut dire, alors je ne suis pas du tout une spécialiste de la traçabilité, des progrès technologiques qui sont réalisés aujourd'hui en matière alimentaire ou non alimentaire, mais il y a beaucoup de solutions qui sont trouvées de plus en plus pour pouvoir suivre un produit physiquement d'une étape à une autre. C'est compliqué, c'est plus facile sur les enjeux environnementaux que sur les conditions relatives aux droits humains, sur les conditions de fabrication de ces produits. Alors je ne sais pas encore quelles solutions seront trouvées à l'avenir pour pouvoir tracer, si on s'en tient à la définition qui revient à dire qu'on suit un produit à chaque stade de sa production, de sa transformation, de sa commercialisation, etc. Je ne sais pas encore comment on pourra inventer ça. Peut-être que la blockchain apportera des réponses, notamment pour sécuriser les informations. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de... La réponse, elle reste quand même quand on veut faire un contrôle poussé, dans les visites sur site. Et donc les audits, ou sans auditer avec certification derrière, des visites, des contrôles sur site. Ensuite, il faut identifier, une fois qu'on connaît sa chaîne, il faut surveiller certains enjeux RSE que j'ai mis entre guillemets, parce qu'il y a vraiment cette idée d'impact derrière. Donc à chaque étape, l'objectif, c'est bien de connaître et de comprendre les impacts que crée la production d'un produit sur les droits humains et sur l'environnement. Donc là, c'est la phase de cartographie. Et puis une fois qu'on les connaît, il faut agir pour prévenir ces impacts et les réparer. Et enfin, il faut communiquer. Il y a deux approches qui sont différentes. Soit on a une approche produit qui est plus difficile à mettre en place, mais qui est plus approfondie et plus poussée. Ça peut être sur des produits alimentaires ou sur des produits non alimentaires. Les problématiques ne vont pas forcément être les mêmes, notamment parce que pour les produits alimentaires, les chaînes sont généralement plus courtes
que pour les produits non alimentaires. Ou alors, on a une approche fournisseur. Et en général, quand on a une approche fournisseur, c'est selon moi un peu plus light comme type de contrôle, parce qu'on va avoir tendance à répercuter des questions qu'on voudrait se poser sur le fournisseur en lui demandant est-ce qu'il a bien mis en place tel process, etc., etc. Et donc, on n'est pas vraiment sur une identification des enjeux concrets. C'est difficile à travers des déclarations de vraiment identifier les enjeux. Donc voilà, mais c'est juste un peu pour avoir une vue d'ensemble de toutes ces questions-là. Alors, je pense que c'est important de revenir sur les objectifs d'un plan de vigilance. L'objectif d'un plan de vigilance, c'est bien de prendre conscience, dans un premier temps, à travers cette cartographie des risques, des impacts potentiels et actuels, on reviendra sur ça après, de ces produits, de ces services, des activités sur les individus, donc les droits humains, et l'environnement, pour prévenir et les limiter. Donc en gros, il faut agir. Mais il y a aussi cette question à se poser, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette cartographie des risques dans l'entreprise? Est-ce que l'objectif, c'est ensuite justement de modifier mon code éthique, mon code de conduite, ma charte éthique? Est-ce que c'est de créer une politique pour mes acheteurs? Est-ce que c'est de former mes acheteurs? Est-ce que c'est de créer une politique pour mes investissements futurs? Est-ce que c'est de former tous mes collaborateurs? Enfin voilà, quels impacts je veux que cette cartographie des risques ait en interne? C'est une question à se poser au-delà de la question évidente qui est comment je préviens mes risques. Il y a vraiment cette question aussi de se poser qu'est-ce qu'on va en faire en interne. Et donc, il y a donc la phase d'identification des risques, des impacts actuels, c'est-à-dire les impacts réels à un instant T, et il va falloir identifier également les risques d'impact potentiels, les risques soit dans mon secteur, soit les risques que je pourrais avoir demain. Une fois qu'on a identifié ces risques, il va falloir les évaluer. Et pourquoi on fait cette évaluation? C'est pour pouvoir hiérarchiser les actions que je vais mettre en place. C'est-à-dire que si j'identifie que j'ai par exemple une dizaine de risques, potentiellement, je vais avoir un impact sur 10 catégories de droits humains, par exemple. Peut-être que je ne vais pas pouvoir adresser tous ces risques en même temps. Et donc, pour les hiérarchiser, il va falloir utiliser des méthodes d'évaluation qui vont permettre de mettre ensuite un plan d'action qui va me permettre d'aller étape par étape. Et cette méthodologie, en fait, varie selon différentes situations. Alors, ma présentation a bougé, tant pis. Donc, comme je mets dans le titre, les obligations de vigilance sont différentes selon le niveau d'implication de l'entreprise au risque d'impact ou aux impacts. Il y a toujours cette même question qu'on se pose. Quels sont les impacts de mes produits, de mes services ou de mes activités sur les droits humains ou l'environnement? Mais les principes directeurs de l'OCDE, les principes directeurs des Nations Unies notamment, distinguent 3 types de situations qui ne sont pas distingués dans la loi sur le devoir de vigilance, mais à partir du moment où on sait que la loi sur le devoir de vigilance est issue de ces textes de soft law, du coup, ces référentiels que je viens de citer, peuvent nous servir de source d'interprétation pour aller plus loin et mettre en œuvre ce devoir de vigilance quand la loi ne répond pas aux questions qu'on se pose. Et concrètement, il y a différents types de situations. On peut avoir des activités, on va fabriquer des produits via des filiales, par exemple, dans le cadre de mon entreprise. Mais je peux aussi fabriquer des produits via des fournisseurs ou des sous-traitants qui vont suivre mon cahier des charges. Ou alors, je peux acheter des produits directement. Là, par exemple, ça va être le cas d'une entreprise dans la distribution. Et donc, ces 3 niveaux vont reflètent les 3 niveaux que j'ai illustrés dans la slide. Donc, dans la première slide, dans cette slide, je vous ai mis ce que disent les principes directeurs des Nations Unies. Premièrement, l'entreprise a causé ou pourrait causer une violation en matière de droits humains et de l'environnement. À ce moment-là, il s'agit typiquement d'une entreprise qui fabrique en propre dans ses usines un produit. Forcément, elle a un niveau d'influence qui est direct. Elle peut, une fois qu'elle a identifié ces impacts, elle peut les corriger plus rapidement. Et donc, elle doit à ce moment-là
un niveau de responsabilité plus important. Elle doit faire cesser ou prévenir l'acte qui contribue à la violation et réparer le dommage. Deuxième niveau, donc, l'entreprise a contribué ou pourrait contribuer à la violation, une violation en matière de droits humains ou d'environnement. À ce moment-là, elle doit utiliser son influence pour atténuer ce risque de réalisation d'impact et contribuer à remédier, à réparer à ce dommage-là. C'est l'exemple que je donnais d'une relation entre un donneur d'ordre et un sous-traitant, par exemple. Si je fais fabriquer mon produit par un sous-traitant, je vais avoir une influence importante à travers le cahier des charges que je vais lui soumettre, par exemple. Mais j'aurai une influence moindre que si c'était fabriqué dans mes propres usines. Et troisième niveau, il y a un lien qui est identifié entre la violation, les opérations, mon produit, mais l'entreprise n'a pas causé directement ou contribué à la réalisation de ce dommage. À ce moment-là, l'entreprise doit quand même utiliser son influence, déterminer cette influence, et utiliser cette influence pour atténuer le risque de réalisation de cet impact, ou alors participer à l'atténuation de sa réalisation. Donc il est important à chaque fois d'identifier ces différents niveaux, parce que en fonction de ces différents niveaux, on va avoir des méthodologies d'évaluation, d'identification des risques, et ensuite d'évaluation pour les hiérarchiser qui va être différente. Et ensuite, les actions de remédiation seront également différentes en fonction de ces différents niveaux. Donc, il s'agit bien, quand on reprend un schéma de chaîne, d'identifier ce niveau d'influence. Il y a plusieurs manières de procéder. Par exemple, quand on est dans le niveau 2, on va se poser la question, où est-ce qu'est fabriqué mon produit? Quels sont les partenaires qui participent à la fabrication de ce produit? Quelles sont les matières premières qui sont dans mon produit? Et donc, est-ce que je connais toute ma chaîne? Donc, pour cartographier cette chaîne, quand il y a plusieurs possibilités. Soit on peut descendre, c'est-à-dire qu'on part de la société mère ou de la société donneuse d'ordre, et on va descendre sur mon schéma, on va aller vers la gauche, du coup. On va aller questionner les fournisseurs de rang 1 ou les sous-traitants, qui vont ensuite questionner les fournisseurs de rang 2, etc. Quand les chaînes sont courtes, ça peut être intéressant. Quand les chaînes sont longues, ça peut être une première étape, mais comme on peut tous l'imaginer, ça prend énormément de temps. Donc on peut aussi aller dans l'autre sens et remonter une chaîne à partir, par exemple, des matières premières. On sait aujourd'hui, quand même, c'est très documenté, que de nombreux risques ont lieu, de nombreux impacts ont lieu au niveau des matières premières. Et donc déjà connaître ces matières premières et partir de là pour remonter la chaîne, ça peut être déjà aussi une manière d'aller connaître ces impacts et d'avoir une approche efficace. Ensuite, quand on est dans le troisième niveau, donc par exemple, on se met dans la peau d'un distributeur qui veut connaître, qui est soumis par exemple à l'obligation de vigilance, ou qui veut mettre en place une politique, par exemple, d'approvisionnement responsable, d'achat responsable. Son influence est plus limitée sur les entreprises qui fabriquent les produits. Par contre, il est important qu'ils connaissent les risques d'impact que ces produits ont sur les droits humains et l'environnement, et ensuite qu'il aille questionner ses fournisseurs. En les questionnant, il pourra déjà avoir une influence sur ses fournisseurs et sur les conditions ensuite de fabrication de ces produits. Il peut aussi entrer dans des initiatives pluriparties prenantes, par exemple, s'il identifie qu'il a des catégories de produits, des familles de produits qui sont plus à risque que d'autres. Ou alors, il pourra à l'avenir, en ayant connaissance de ces risques, changer de fournisseur et choisir un autre produit dans sa famille d'achat. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience déjà de ces impacts pour, pourquoi pas, faire évoluer les politiques d'achat. Ensuite, donc, je disais, il y a cette étape d'identifier les impacts. Et là, il y a plusieurs objectifs. Dans une approche classique des risques, on va avant tout identifier et évaluer les risques auxquels on est exposé. Et donc là, c'est vraiment important de se poser la question quand on veut se lancer dans une cartographie des risques, ou quand on doit se lancer dans une cartographie des risques, c'est quel est mon objectif? Est-ce que je veux évaluer les impacts sur les droits humains et l'environnement de mes produits, les conditions de fabrication, etc.
ou est-ce que je veux évaluer les impacts sur mon entreprise? Et donc les impacts sur la réputation, les impacts financiers, les impacts juridiques, etc. Parce que ça va avoir un effet sur, comme je disais, les méthodologies d'évaluation et les indicateurs qu'on va utiliser pour aller évaluer et ensuite hiérarchiser les risques. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut s'interroger sur qu'est-ce que je veux évaluer. Est-ce que je veux évaluer mes impacts réels, actuels, que j'ai, ou est-ce que je veux évaluer mes impacts potentiels? Donc, est-ce que je veux connaître les impacts vis-à-vis de mes activités et mes produits actuels? Est-ce que je veux connaître mes impacts actuels sur les activités et mes produits actuels? Ou est-ce que je veux connaître mes impacts potentiels sur les activités et les produits de demain? Typiquement, une fois qu'on est, aujourd'hui, on est un peu dans les entreprises sont un peu dans les réactions. C'est-à-dire, elles ouvrent les yeux et elles se disent, il faut que je connaisse ma chaîne, il faut que je connaisse mes impacts qui existent aujourd'hui dans cette chaîne. Ça, c'est une réalité. Mais je peux également commencer à me poser la question d'évaluer mes impacts de demain. Et donc, typiquement, une fois que je connais les types de risques qu'il y a, par exemple, dans mon secteur d'activité ou dans le pays dans lequel je me fournis ou sur une catégorie de produits que je fabrique ou un type de matière première, je peux à ce moment-là, par exemple, décider de mettre en place une politique d'achat ou une politique d'investissement responsable. Et pour demain, aller voir quels seront les risques potentiels quand j'irai, par exemple, me sourcer dans tel pays ou quand je déciderai d'investir dans tel pays ou de racheter tel type d'entreprise. Donc voilà, c'est important de se fixer ces premières questions qui vont déterminer ensuite les méthodes de travail et d'analyse. Joël, est-ce que tu veux qu'on prenne quelques questions ou est-ce que je continue? Attends, je remets mes écouteurs. Alors, oui, je peux te poser 2 ou 3 questions qui nous ont été posées. Alors, tout d'abord, je vais prendre celle de Jacques Viard d'Amnesty International, qui a publié avant-hier un rapport qui dénonce les manques de Renault et Microsoft dans le traçage du cobalt utilisé dans les batteries de voitures et téléphones portables ou ordinateurs. Le cobalt extrait en RDC, RD Congo, représente 50% de la production mondiale. Non, alors je ne sais pas si je lis à l'endroit, mais en gros, donc je pense on peut résumer 50% de la production mondiale de cobalt est réalisée en RDC par des creuseurs artisanaux. Jacques, rectifiez-moi si je me trompe. Sans aucune protection ou par des enfants, 40 000 selon l'UNICEF. Donc tout à fait. Alors pour l'information, donc ça c'est tout à fait un exemple de ce que montrait Marie-Caroline dans le slide d'avant, je pense. Qui montre que c'est hyper important de remonter aux matières premières parce qu'effectivement, si on regarde les études en particulier qu'avait fait Ruggie, c'est les impacts les plus importants en termes de droits humains, enfin les violations, c'est au niveau des minerais et puis après en deuxième au niveau de l'alimentaire, de l'agriculture. Effectivement, c'est hyper important de se pencher là-dessus. Et normalement, on est en train d'échanger avec Amnesty pour que Amnesty présente lors d'un prochain webinaire, sans doute entre janvier et juin, donc ce rapport. Voilà. Donc merci Jacques. Je n'ai pas encore vu le rapport, mais j'irai le voir et on va le relayer sur le site et nos réseaux sociaux, hein, bien sûr, en plus du webinaire. Sur les questions qu'il y avait, une petite note. Alors Angela Sulpisio se demandait l'approche pour l'approche en termes de devoir de vigilance, hein, je pense, ne doit-elle pas être en fonction du secteur de l'entreprise? Marie-Caroline, est-ce que tu veux parler? On a parlé un peu après avec les différents niveaux d'implication, mais je te laisse peut-être réagir. Si, c'est un peu ça qui est compliqué en France. Oui. Et comment moduler par rapport à l'entreprise? Pardon. En fait, c'est pour ça que je reviens sur vraiment ce que disait Joël au tout début, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas une méthode toute faite. C'est pas possible en fait. En fonction du secteur d'activité, des questions qu'on se pose. Et je viens de vous lister cette liste de questions aux différentes étapes. En fonction de si on est en fonction des différents niveaux. Est-ce qu'on est un distributeur? Est-ce qu'on est un fabricant? Est-ce qu'on est un fournisseur? Etc. etc. La méthode va à chaque fois devoir s'adapter. Et les indicateurs qu'on va devoir utiliser vont à chaque fois devoir s'adapter. Donc oui, la réponse est oui. On va devoir avoir des méthodologies différentes selon le secteur, selon le type d'entreprise qu'on est, selon le niveau d'influence qu'on a, selon ce qu'on analyse, etc., etc.
Donc il n'y a pas de, on est à chaque fois, c'est du sur-mesure en fait. Il y a un socle commun, on connaît les référentiels, etc. Je vais revenir dessus, mais sur les méthodologies, il faut d'abord identifier ces questions que je viens de lister, donc, que je viens d'évoquer, et ensuite on adapte. Oui. D'accord, donc merci. Alors, je vais poser une question aussi de Chloé. Concernant l'engagement de la responsabilité de l'entreprise et plus précisément son fondement, cela veut dire qu'au premier niveau, lorsque l'entreprise produit directement le produit, cela signifie que le fondement serait sa responsabilité directe. Et pour les niveaux 2 et 3, sous-traitant et absence de lien direct sur la production, ce serait davantage la due diligence. Je ne sais pas si Alors, tu veux ajouter quelque ouais. chose ou... Je pense, sur la terminologie, on a réalisé une étude avec l'association Sherpa sur le devoir de vigilance en droit français, dont on avait parlé la dernière fois au premier webinaire, et donc je vous invite à aller la regarder. Notamment la première partie, on a essayé de définir le devoir de vigilance et essayer de distinguer justement ces différentes terminologies. Ce qui en est ressorti, c'est que quand on parle de diligence, on fait surtout référence à des mesures. Donc c'est par exemple, faire une cartographie des risques, mettre en place des mesures d'alerte, faire un rapport, etc. Ça, ce sont des mesures de diligence. Quand on parle de vigilance, c'est plus le devoir dans sa manière, dans sa globalité, en fait. C'est beaucoup plus large. Donc, due diligence, pour moi, c'est des mesures, en fait. Donc, pour répondre à la question, on a un devoir de vigilance à chaque niveau, au niveau 1, 2, 3. On a des mesures à prendre à chaque niveau, au niveau 1, 2, 3, mais les méthodologies pour mettre en place ces mesures vont différer selon le niveau. J'espère que je suis claire dans ma réponse. Alors, Chloé, vous nous direz si cela vous convient. On va voir. Alors, on a une autre question. Ben voilà, parfait. Il y avait une autre question. Non, je ne la vois plus. Alors, il y en avait une autre que je n'ai pas posée, enfin plutôt une remarque. Isabelle Devasme, excusez-moi si j'écorche votre nom, de Calétique, qui disait qu'en fait chaque approche, c'est-à-dire une approche produit ou une approche, enfin dans la chaîne d'appro, une approche fournisseur, enfin chaque approche pouvait avoir son avantage et correspondre plus ou moins à certains cas. Alors je ne sais pas si donc, je ne sais pas si tu voudras réagir, mais je te pose aussi la question de Virginie, c'est est-ce qu'on sait quels acteurs seront impliqués dans la cartographie de l'entreprise? Est-ce que tu as des éléments de réponse? Sans doute. Alors, dans la cartographie des risques, ça dépend encore du niveau de la cartographie. Est-ce qu'on est en train de est-ce qu'on veut d'abord réaliser une cartographie très macro pour connaître les risques dans un secteur, connaître les risques attachés à un type de produit, connaître les risques attachés à un pays, etc., etc. Pardon Joël, j'étais en train de dérouler dans ma tête et j'ai perdu la question. La question sur est-ce qu'on sait quels acteurs seront impliqués dans la cartographie de l'entreprise? Alors d'ailleurs Virginie, est-ce que c'est en interne ou est-ce que c'est aussi les acteurs externes, les parties prenantes externes? J'imagine que c'est exactement ce que j'allais dire. Externes. Exactement. Je pense que il y a les deux. En interne, ça implique, quand on fait une cartographie des risques, enfin même quand on met en place en fait un plan de vigilance, ça implique de réunir autour de la table plus de personnes qu'il y a 15 ans quand on commençait à mettre en place des politiques RSE. C'est-à-dire qu'on a les entreprises, pour mettre en œuvre des politiques RSE, pour qu'elles s'engagent et qu'elles mettent en place des stratégies RSE, il y a une quinzaine d'années, commencé à nommer les responsables RSE développement durable. Aujourd'hui, la mise en place d'un plan de vigilance en interne nécessite de travailler avec le responsable RSE développement durable, avec le juridique, avec les risques ou les audits, avec le département achat, avec les opérationnels. Enfin voilà, il y a plusieurs acteurs, départements à mettre autour de la table et travailler ensemble. Ça, c'est en interne. Déjà pour voir les processus qui existent déjà, peut-être par exemple sur la santé et la sécurité, peut-être sur la qualité et la sécurité des produits, etc., etc. Et voir est-ce que c'est des méthodes qu'on peut réutiliser ou pas, et ensuite diffuser ces nouveaux sujets. Et ensuite, à l'externe, évidemment qu'il faut travailler avec les personnes qui sont potentiellement impactées par les activités. Et plus on est proche du terrain dans l'analyse des risques, et plus il est important d'impliquer ces acteurs-là.
Ça peut être des acteurs associatifs, ça peut être des communautés locales. Enfin, voilà, il y a des experts. Et, oui, il y a plusieurs parties prenantes à impliquer. D'accord, merci Et oui, beaucoup. pardon, Alors, je on vois avait... Vas-y. les syndicats et le CHSCT, évidemment. Pardon. C'est justement des acteurs, en plus je le dis à chaque fois, c'est des acteurs qu'on a tendance à oublier dans la mise en place en interne dans l'entreprise, alors que c'est des formidables relais tout au long d'un groupe, par exemple. La signature et la mise en œuvre des accords cadres internationaux en est un formidable exemple par rapport à un code de conduite. Ce sont des accords qui sont négociés, à la différence d'un code de conduite ou d'une charte éthique, qui est unilatérale. Et à partir du moment où ils sont négociés, du coup, il y a un processus pour s'assurer leur mise en œuvre. Et du coup, les organisations syndicales tout au long, qui sont présentes dans les filiales à l'étranger ou chez les fournisseurs ou les sous-traitants, constituent des formidables relais pour s'assurer la mise en œuvre d'un plan et pour remonter également les informations. C'est sûr qu'il faut les impliquer, selon moi. De toute façon, avec la loi, ils sont obligés d'être impliqués dans la mise en place des mécanismes d'alerte. Et pour la cartographie des risques aussi, il faut y penser, selon moi. Ouais, ouais, ben merci beaucoup. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, même en préparant, on se disait que c'est sans doute, cette loi, c'est sans doute aussi une opportunité pour les syndicats de s'impliquer hyper positivement dans tous ces sujets, quoi. Alors, on en était à quel plat? Il y avait une autre question, je crois que j'ai raté. Ah oui, c'était Juliette, je ne vois plus la question, mais c'était oui. Non, pardon, Léna. Vigilance et diligence n'ont pas la même signification en droit français. Est-ce que vous pourriez un peu développer, Marie-Caroline? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, ouais, vraiment pour faire une distinction très grossière, la vigilance, c'est une forme de comportement qu'on doit avoir pour, voilà, c'est un type de comportement, c'est-à-dire qu'on doit être vigilant, mais comme tout un chacun dans la vie de tous les jours. La diligence, c'est plus des mesures pour s'assurer qu'on est vigilant. Donc pour moi, il y a vraiment des mesures de la diligence. Pour moi, c'est un peu le côté opérationnel. La vigilance, c'est un standard de comportement. Voilà, pour faire très simple. Et pour compléter, je vous invite à aller regarder ces critères qu'on a utilisés dans ce guide qui est sur le site de l'association Sherpa. Ouais. D'ailleurs, on a donné le lien. Sur Coredem, par contre, parce que c'est celui qu'on a trouvé, qui est donc l'éditeur de ce livre. Voilà, donc merci pour ces explications très claires. Alors, nous allons peut-être continuer, Marie-Caroline, je te laisse continuer. Oui. Voilà. Ah, Juliette remet sa question. Ah, excuse-moi, j'avais oublié une question de Juliette. Toutes mes excuses, il me semblait bien que j'avais vu quelque chose. Concrètement, comment les entreprises peuvent influer les pratiques sociales et respect des droits humains dans les activités des fournisseurs de leurs fournisseurs? Problème de l'influence. Et tout à fait. Il y a deux possibilités. Soit on est en one-to-one avec son fournisseur, soit on crée ou on intègre une initiative pluripartie prenante qui réunit plusieurs acteurs. Je pense que cette deuxième solution a quand même plus de chances de fonctionner, surtout lorsque un de nos fournisseurs a plusieurs clients qui à chaque fois lui posent les mêmes questions, mais de manière différente. Donc le fait de se rassembler à plusieurs dans un secteur d'activité ou sur un pays ou sur un sujet, ça permet quand même d'utiliser cette influence. Il y a un gros travail, cette influence, elle passe aussi par un énorme travail de sensibilisation et d'information. Exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France à travers ce sujet. User son influence, par exemple, sur un fournisseur qui est dans un pays étranger. J'ai donné pas mal de formations en Afrique et il y avait déjà un premier sujet qui était la méconnaissance des droits. Les droits humains n'étaient pas connus en fait. Donc il y a des pays dans lesquels, je ne sais pas, c'est une évidence de travailler 80 heures par semaine. Le fait de savoir qu'il y a des conventions internationales qui limitent le temps de travail, qui accordent des droits sur des congés payés, qui encadrent les principes de non-discrimination, qui interdisent le travail des enfants en dessous d'un certain âge, etc., c'est de la sensibilisation, limite de la formation à faire. Et donc, il y a tout ce travail qui peut permettre d'influencer. Et ensuite, il y a
sur les pratiques commerciales. Mais ça passe, en fait, tout, parce que même les pratiques commerciales, ça passe par de la sensibilisation et de la formation. Pour moi, c'est déjà une première étape. Tout à fait. Donc, merci. Je te laisse continuer. Oui. Alors, sur les sources à utiliser pour faire ces cartographies, et ensuite, pour aller rédiger ou réaliser, définir ces politiques droits humains. Il y a des sources juridiques, j'ai mis entre guillemets, parce qu'il y a des sources de soft law, c'est-à-dire de droits mous, qui ne sont pas contraignants, c'est-à-dire qu'un juge, on ne peut pas revendiquer leur application devant un juge, pour parler grossièrement, et des sources de hard law, qui sont des sources de droit contraignantes, c'est-à-dire qu'à l'inverse des sources de soft law, pardon, on peut aller les faire valoir devant un juge, donc les faire exécuter devant un juge. Donc à gauche, il y a des sources générales qui existent et qu'il faut connaître et qui sont vraiment des référentiels incontournables. Il y a les textes de loi, donc en France, la loi sur le devoir de vigilance, par exemple, et ensuite il y a j'ai mis ici les grands référentiels, les principes directeurs des Nations Unies à l'attention des multinationales et des entreprises, la déclaration tripartite de l'OIT pour les enjeux sociaux spécifiquement, et les principes directeurs de l'OCDE. Ce sont des cadres qui nous permettent de mettre en place, de construire des méthodologies et qui nous aident aussi à définir des politiques. Et ensuite, quand on regarde dans un secteur, pour justement revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, il y a des normes spécifiques. Là, ici, quand on fait le focus sur le textile, par exemple, on voit qu'il y a un guide qui a été réalisé que sur le textile par l'OCDE sur les chaînes d'approvisionnement responsables. Il y avait eu un rapport qui avait été réalisé par le point de contact national de l'OCDE en 2013 sur la mise en œuvre de ces principes suite à l'effondrement du Rana Plaza, qui fait un certain nombre de recommandations qui peuvent être des sources d'informations pour savoir qu'est-ce qui est important dans mon secteur, comment je peux mettre en place ce plan, sur quoi je dois mettre les priorités dans mes engagements, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a en plus des textes qui commencent à être élaborés au niveau de l'Union européenne. En avril 2017, il y a une résolution, par exemple, que dans le secteur du textile, du Parlement européen pour inciter la Commission européenne à mettre en place des mesures de diligence raisonnable, à rendre obligatoire ça, dans le secteur du textile. Et l'OIT a adopté une résolution sur le travail décent dans les chaînes d'approvisionnement. Tous ces textes-là sont des sources d'information pour, encore une fois, construire nos méthodologies, savoir dans quel cadre on s'inscrit et savoir comment je vais nourrir, sur quoi je dois m'engager dans mes politiques. Et quand on revient au cadre plus global, tous ces textes rappellent le cadre des droits humains sur lequel on doit sonder, le cadre minimum et le cadre maximum. Le cadre minimum, qui est dit dans tous ces textes, ça reste au niveau des droits qui sont consacrés par les Nations Unies, la Charte internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire 3 textes, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international qui traite des droits relatifs aux droits civils et politiques, pardon, et le 3e texte qui est le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces 3 textes sont les fondamentaux quand on veut travailler sur les droits humains de manière générale. Et ensuite, il y a au niveau de l'OIT 4 principes fondamentaux qui ont été reconnus dans la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail de 1998, qui repose sur 8 conventions fondamentales. Et donc, ces 2 textes, ces 2 catégories de textes au niveau des Nations Unies et au niveau de l'OIT sont le socle minimum des droits à connaître et à s'assurer, sur lesquels on n'a pas d'impact. Ensuite, il y a tout un tas de conventions internationales. Au niveau de l'OIT, il y en a 189. Au niveau des Nations Unies, il y a plein de conventions internationales qui viennent compléter ce socle de la Charte internationale des droits de l'homme. Et donc, c'est dans ces sources qu'il va falloir ensuite piocher et puiser quand on va vouloir, par exemple, s'attaquer à un sujet spécifique ou protéger, par exemple, un certain type, une catégorie de personnes, par exemple les enfants, ou les femmes, ou les travailleurs migrants, etc. Il y a à chaque fois des conventions spécifiques sur ces catégories de personnes, et c'est donc des sources d'informations supplémentaires sur lesquelles qui vont permettre de nourrir nos politiques d'engagement ou les méthodologies de travail. Ensuite, je vous ai mis, comme disait Joël, j'ai monté un site sur la vigilance. Au départ, ce site, je l'ai monté parce que, terminant ma thèse,
je me noyais moi-même dans toutes les informations, tous les guides qui se multipliaient. Donc je me disais, si moi je me noie, j'imagine pas les autres. Et donc à la base, ça a été un peu pour trier tous les textes qui existaient et m'éclaircir la tête. Et donc partager ça avec les personnes qui travaillent sur le sujet. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de guides. Il y a des guides sur des secteurs, sur des problématiques spécifiques, sur des thématiques spécifiques, sur des pays, sur des méthodes. Est-ce qu'on cherche à mettre en place une politique? Est-ce qu'on cherche à mettre en place une cartographie? Est-ce qu'on cherche à mettre en place un système d'alerte? Est-ce qu'on cherche à dialoguer avec les parties prenantes? Aujourd'hui, il existe des guides sur quasiment toutes ces questions. Et donc l'important, c'est déjà de savoir que ça existe et ensuite d'aller différencier ces guides. Je pense que la manière dont ont été élaborés ces guides, les parties prenantes qui ont participé à l'élaboration de ces guides, est un indicateur pour se dire est-ce que c'est un référentiel sur lequel ou un guide sur lequel je peux m'appuyer ou pas. Voilà. Ensuite, je vais passer parce que je vais pas avoir le temps de terminer. C'est un peu trop longtemps que je parle. Donc, on avait parlé tout à l'heure de l'identification des risques. Ensuite, il y a la phase d'évaluation des risques. Et cette évaluation, il ne faut pas oublier à quoi elle sert. Elle sert à hiérarchiser. Elle ne sert pas à mettre de côté certains risques par rapport à d'autres. Elle sert à hiérarchiser les risques pour savoir sur quoi je vais être le focus en priorité dans mes actions de remédiation ou dans mes engagements et sur quoi j'agirai demain. C'est bien pour établir un plan d'action. Il y a plusieurs manières d'évaluer un risque. Il y a plusieurs méthodes. Ça peut être, par exemple, calculer la probabilité de réalisation d'un impact et de calculer la gravité. Mais parfois, ça ne va pas être nécessaire de calculer la probabilité. Il va falloir juste calculer la gravité. Et donc, les indicateurs qu'on va utiliser, c'est la méthodologie dont je parlais tout à l'heure, va être hyper importante parce qu'elle va avoir un impact sur les choix qu'on va prendre ensuite. Et donc là, pareil, je pense qu'une meilleure manière, il y a beaucoup de bon sens derrière aussi quand même. Et pour être sûr de bien le faire, je pense que la question des objectifs qu'on veut est hyper importante à se poser. Et ensuite, ça nous permettra, une fois qu'on aura défini quels sont ces objectifs, on pourra choisir les bons indicateurs pour justement ensuite aller calculer ce risque. Alors, après, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, ça nécessite de répondre à plusieurs besoins. Je ne vais pas développer tous les points que j'ai mis ici, parce que j'ai déjà été trop longue. Par exemple, quand on regarde le troisième point, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui peuvent être développés grâce à la technologie pour sortir un peu des tableaux Excel qui vont devenir très vite, je pense, chronophages et pas assez pertinents pour faire ces cartographies de risque. Ça va être de développer des outils qui vont nous permettre de mettre à jour régulièrement les données qu'on va avoir. Par exemple, quand on va évaluer un pays, ces évaluations doivent être régulières. On ne peut pas juste faire une évaluation sur les risques d'un pays, par exemple, ou d'un produit, ou d'une chaîne, ou d'un partenaire, et puis ça y est, se dire j'ai fini, je reviens dans 10 ans. Il faut le faire régulièrement. Et donc, je pense que les outils qui se développent aujourd'hui peuvent nous permettre de faciliter cette mise à jour régulière. Donc, la question des sources fiables, on vient d'en parler. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces critères, ces risques, ces impacts, qu'on les a évalués, il va falloir les inscrire dans notre politique RSE. Soit on revient dessus, soit ça peut faire bouger la stratégie RSE de l'entreprise. Ça peut nécessiter de rédiger de nouveaux textes, comme je disais tout à l'heure, une politique d'investissement par exemple, qui va intégrer le critère droits humains. Voilà. Je vais m'arrêter là, Joël, je crois, parce que sinon je pourrais continuer encore longtemps et il y a encore ton intervention. Donc voilà.